Ils l'ont attaquée, mais ils ont oublié de regarder qui elle était vraiment. La petite ville de Saint-Vincent-les-Pins n'aimait pas les surprises. Coincée entre les contreforts boisés du massif des Corbières et les vignobles oubliés du sud de la France, elle semblait figée dans une autre époque. Les enfants y jouaient encore dans les ruelles sans peur, les anciens racontaient les mêmes histoires chaque été autour du lavoir, et les secrets y étaient rares et surtout, partagés. Les cloches de l'église marquaient les heures comme un battement de cœur collectif, et les repas du dimanche réunissaient souvent 3 générations autour d'un poulet rôti, d'un gratin dauphinois et de longues conversations sur le temps, le vin ou les décisions du maire. C'était un lieu où le changement était suspect, et où la différence n'était pas forcément mal vue, mais toujours examinée de près. Très près. Alors, quand une femme noire, seule, sans mari, sans enfant, sans explication, acheta la vieille bâtisse des Durand au fond du hameau des Cèdres, une maison que même les notaires évitaient de proposer, ce fut comme si l'on avait jeté un galet dans une eau parfaitement calme. Les cercles se propagèrent. Lentement. Profondément. Certains disaient qu'elle venait des États-Unis. D'autres, qu'elle fuyait quelque chose. Une voisine jura même l'avoir vue sortir en pleine nuit pour marcher dans les bois sans lampe. L'épicier prétendait qu'elle achetait toujours les mêmes choses. Fruits secs, boîtes de thon, œufs, riz, savon noir. Pas de vin, jamais de viande. Et pas un mot de trop. Maya Coleman ne cherchait pas à plaire. Ni à rassurer. Quarantaine bien assumée, silhouette athlétique, allure droite, presque militaire. Elle marchait avec une précision mécanique, comme si chaque pas avait été mesuré à l'avance. Elle ne regardait personne dans les yeux, mais observait tout. Son regard n'était pas fuyant, il était tranchant, comme une lame bien affûtée qu'on ne dégaine qu'en cas d'urgence. Elle parlait peu. Jamais plus de 3 mots aux voisins. Un bonjour poli, un hochement de tête discret. Pas d'invitation, pas de visite, pas même une tentative de se faire accepter. Elle vivait comme une ombre. Mais une ombre qu'on ne pouvait ignorer. Les enfants la surnommèrent la sentinelle. Les adultes, plus prudents, évitaient de la nommer. Elle devint une légende locale en quelques semaines, et pourtant personne ne savait rien d'elle. Son passé était un blanc. Son avenir, un mystère. Mais derrière cette façade silencieuse, Maya Coleman n'était ni veuve, ni perdue, ni étrange. Elle était ce que les gouvernements appellent quand tout le reste échoue. Une opératrice des forces spéciales américaines, unité Delta, formée pour l'infiltration, la neutralisation, la disparition. Elle avait survécu à des zones de guerre que même les drones évitaient. En Afghanistan, elle avait évacué une équipe entière sous le feu. En Somalie, elle avait désarmé un groupe rebelle avec une seule phrase. En Syrie, elle avait été la dernière à sortir d'Alep, après avoir sécurisé un enfant otage. Ses états de service étaient classés. Son nom n'apparaissait dans aucun rapport public. Même la CIA avait effacé ses traces. Elle était venue à Saint-Vincent-les-Pins pour fuir l'écho de ses missions, pour tenter de ressentir quelque chose de simple, de vrai. Elle avait choisi le silence, la nature, l'anonymat. Elle voulait oublier. Mais on ne laisse jamais les fantômes en paix. Et Maya Coleman en était un. Le collectif de la Fierté Blanche n'était pas un gang, pas officiellement en tout cas. Ni une organisation, ni une structure solide. C'était un rassemblement de jeunes, principalement des hommes, qui avaient trouvé refuge dans l'amertume et l'extrémisme. Leur idéologie se construisait autour d'une haine commune, souvent indéfinie, mais qui les unissait, la peur de l'autre, du changement, de ceux qu'ils considéraient comme étrangers à leur monde. L'Internet était leur terrain de jeu, leur chambre d'écho. Là-bas, ils se nourrissaient de vidéos incendiaires, de forums empoisonnés et d'articles de propagande. Ils se croyaient des révolutionnaires, des justiciers dans un monde devenu trop politiquement correct, trop tolérant, trop mou. Bastien, leur leader, avait 22 ans. Grand, brutalisé par une enfance passée dans des quartiers défavorisés, sans modèle masculin, sans repère. Son père, un alcoolique violent, l'avait abandonné à l'âge de 8 ans. Sa mère, une femme épuisée par la vie, n'avait jamais eu les ressources émotionnelles pour l'accompagner. Bastien n'était pas mauvais au fond, mais la rage avait pris le dessus sur ses aspirations. Il se rêvait comme un chevalier de la rébellion, un dernier rempart contre l'invasion des cultures qu'il jugeait inférieures. Les réseaux sociaux lui avaient offert une tribune, un public prêt à applaudir ses discours haineux. Bastien n'était pas un homme réfléchi, mais il était un homme plein de certitudes, plein de failles.
Il n'avait pas de projet pour son avenir. Il n'avait pas de but précis. Mais une chose était certaine, il détestait tout ce qui était différent de lui. Elle se croit chez elle ici, la Yankee? On va lui montrer que ce n'est pas Harlem ici. Son cri de guerre s'était fait entendre ce soir-là dans la petite ruelle sombre, où lui et ses compagnons se retrouvaient après leur rituel sur le net. Il était galvanisé, ivre de cette idée de vengeance contre ce qu'il considérait comme une intrusion. Maya, cette étrangère silencieuse et imposante, venait de bousculer un petit monde qu'il pensait parfaitement immuable. Elle était le symbole de tout ce qu'il détestait, une femme noire, venant de l'autre côté de l'océan, venant perturber l'ordre naturel de son village. Le collectif, constitué de 4 autres jeunes, se comprenait sans parler. Chacun d'eux avait une raison différente de suivre Bastien. Il y avait Léo, un petit génie de l'informatique, fasciné par l'idée de cacher son visage sous une cagoule et de faire des actions pour le bien de la patrie. Il y avait Antoine, qui faisait partie du groupe juste pour avoir l'illusion de pouvoir, après avoir été un gamin timide pendant toute sa scolarité. Alexis avait grandi dans une famille déchirée, où il avait toujours été la victime d'une sœur trop dominante et d'un père absent, et Paul, qui ne connaissait rien d'autre que la rage d'avoir vu son univers bousculé à chaque coin de rue. Ces jeunes étaient tout sauf des criminels endurcis. Leurs actions étaient rarement violentes. Le plus souvent, ils se contentaient de tags sur les murs, d'insultes, de menaces anonymes. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. L'idée de faire peur à Maya n'était pas suffisante pour Bastien. Il voulait la punir, lui faire comprendre qu'elle ne pouvait pas juste passer dans leur village sans payer un prix. Ils avaient observé ses mouvements, ses habitudes. Ils avaient appris ses horaires. Et ce soir-là, ils s'étaient lancés dans leur mission. Ils étaient cagoulés, armés de barres métalliques, de chaînes, avec la haine dans les yeux et un sentiment de supériorité prêt à exploser. Ils se croyaient invincibles, portés par une rage qui les poussait à commettre l'irréparable. Leurs cris fusaient dans l'air frais de la nuit. Mais quand Maya revenait de sa balade en forêt, seule, ses yeux captèrent immédiatement la présence des 5 silhouettes se dessinant dans les ombres. Ses sens étaient plus aiguisés que ceux d'un prédateur. Ce n'était pas de la peur. Non, elle avait l'instinct d'une survivante, d'une ancienne combattante qui savait exactement où et comment réagir. Elle se figea un instant, analysant la situation. Elle ressentit les craquements dans les bois. Trop net, trop distinct. Le vent soufflait de manière étrange, et les ombres paraissaient trop immobiles. Maya savait qu'il la suivait. Elle avait été repérée. Mais elle ne céda pas à la panique. Au contraire, un calme profond l'envahit. Elle ferma les yeux une seconde, comme pour se recentrer, pour reconnecter avec l'adversaire invisible qu'elle avait affronté dans des zones de guerre bien plus violentes que cette campagne française. Les hommes sortirent de derrière les arbres, leur agressivité palpable. Ils hurlèrent des insultes, crièrent des menaces, tout en s'approchant d'elle à grandes enjambées. Ils voulaient lui faire peur. Mais Maya, elle, ne recula pas. Elle se tenait droite, intacte, son regard perçant balayant chaque visage caché dans l'obscurité. Elle posa lentement son sac de provisions sur le sol, se tourna vers eux, et murmura, presque calmement. « Vous êtes sûrs de ce que vous faites ?» Leur rire fusait, bref et nerveux. Ils étaient plus nombreux, plus jeunes, et se croyaient invincibles. Mais Maya, elle, savait qu'un adversaire confiant n'était jamais plus dangereux qu'un autre qui se croyait inférieur. 10 secondes. 10 secondes de mouvement rapide, calculé. Elle se déplaça comme un fauve. En un éclair, 2 des jeunes se retrouvèrent au sol. L'un avec un genou brisé, l'autre avec une épaule luxée. Le troisième, pris au dépourvu, eut juste le temps de sentir son souffle avant de se faire désarmer et envoyer au sol avec une facilité déconcertante. Son cœur battait encore à tout rompre, mais ses gestes étaient d'une précision chirurgicale, une efficacité glaciale. Elle ne tua personne. Elle ne voulait pas redevenir celle qu'elle avait été. Mais elle leur laissa des marques. Des marques physiques, certes, mais plus encore des marques mentales. Car cette nuit-là, la douleur qu'ils ressentirent ne serait jamais effacée par le temps. Ils s'enfuient en hurlant, paniqués. Ils n'avaient pas seulement été humiliés. Ils avaient rencontré une force silencieuse, une présence qui ne se laissait jamais intimider. Et Maya, elle, continua son chemin. Silencieuse. Implacable. La police arriva peu après que le dernier des jeunes en fuite ait appelé les secours,
hurlant qu'ils avaient été attaqués par une sorcière noire. Le commandant Ségur, un homme droit et expérimenté, n'eut pas besoin de beaucoup de temps pour comprendre que cette situation ne se résumait pas à un simple règlement de compte de quartier. Il savait que quelque chose d'autre se cachait derrière ces accusations. Quand il lut les documents de Maya, il eut un choc. Ce n'était pas la première fois qu'il rencontrait des cas complexes, mais ce qu'il découvrit sur Maya Coleman était au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. « Miss Coleman, vous êtes celle qui a mené l'extraction à Damas ?» demanda-t-il, sans vraiment attendre de réponse. Il savait déjà la réponse. Le nom de Maya, dans les cercles militaires, était synonyme d'une efficacité froide et implacable. Elle hocha simplement la tête, un léger sourire amer effleurant ses lèvres, comme si ce qu'il venait de dire n'avait plus d'importance à ses yeux. « Et maintenant, vous vivez ici ? » « Pourquoi ?» insista Ségur, ses yeux cherchant une trace de ce qui l'avait poussé à se retirer dans cet endroit reculé. Maya, les yeux fixés sur les montagnes environnantes, répondit doucement, presque comme si elle parlait à elle-même. « Parce qu'ici, personne ne me connaissait. Et j'espérais que ça resterait ainsi. » Il y avait quelque chose de poignant solitaire dans sa réponse. Comme si, malgré tout ce qu'elle avait fait, malgré tous ses accomplissements, elle était épuisée de la guerre, des missions, des sacrifices. Elle avait espéré trouver dans cette vallée tranquille un répit pour se reconstruire. Les agents, stupéfaits, l'emmenèrent tout de même au poste. Ils avaient besoin de comprendre l'étendue de ce qu'il s'était passé cette nuit-là. Mais après quelques heures d'interrogatoire, tout était en règle. Maya avait agi en légitime défense, et les vidéos capturées par les téléphones des jeunes prouvèrent leur culpabilité de manière indiscutable. Ils n'étaient pas là par accident. Ils étaient venus pour attaquer, pour intimider une femme qu'ils considéraient comme une intruse. Le scandale éclata dans les jours suivants. La presse arriva en masse, envahissant les petites rues de Saint-Vincent-les-Pins. Les rumeurs, d'abord étouffées, devinrent louanges. Certains la surnommèrent la femme soldat, d'autres l'appelèrent la survivante, et d'autres encore, dans un élan de respect, la désignèrent comme la justicière. Mais Maya, fidèle à elle-même, refusait toute forme de gloire. Elle refusait d'être une héroïne. Ce mot avait trop coûté. Elle avait vu des hommes se sacrifier dans des batailles sans fin, des femmes perdre leur vie pour un idéal qu'elle ne comprenait même pas. Non, elle ne voulait pas de cette image. Elle avait agi, oui, mais c'était sa vie de tous les jours, une vie sans éclat ni reconnaissance, qui lui semblait plus juste. Quelques semaines après l'incident, le groupe de la Fierté Blanche fut démantelé, ses membres incarcérés ou placés sous contrôle judiciaire. Mais le leader, Bastien, bien qu'il ait été libéré sous caution, ne pouvait échapper à ce qu'il venait de vivre. Ce jour-là, après sa libération, il vint devant la maison de Maya, brûlant de désir de se venger. Mais quand il arriva, le silence régnait. La maison était vide. Il frappa à la porte, mais personne ne répondit. Il se tourna vers la boîte aux lettres, où une lettre avait été laissée. Bastien, tremblant, déchira l'enveloppe. Il la lut plusieurs fois, presque incrédule. « Tu as tenté de briser ce que je suis, sans savoir qui j'étais. Mais je te laisse une chance. Une seule. Celle de devenir un homme meilleur. Tu as encore le choix. Moi, je n'ai plus envie de me battre. Mais sache que je n'oublie rien. N. » Les mots de Maya frappèrent Bastien comme un coup de poing. Il se sentait petit, faible, face à une femme qu'il avait cherché à détruire sans savoir. La leçon qu'il recevait ne venait pas de la violence, mais de la dignité, du silence lourd de sens, qui le forçait à se confronter à ses propres faiblesses. Ce jour-là, une partie de lui changea. Lentement, mais sûrement. Il abandonna le groupe, il chercha un travail, puis il s'inscrivit à des études, dans une tentative timide de racheter une partie de son passé. Les mois passèrent, et bien plus tard, en février, Bastien se rendit à Saint-Vincent-les-Pins. Il déposa des fleurs devant la maison désormais vide. Une maison qui avait été le refuge de cette femme qu'il avait haïe, mais qui, aujourd'hui, représentait pour lui bien plus que ce qu'il avait cru. Maya avait disparu de la scène de Saint-Vincent-les-Pins, comme une ombre. Mais cette fois, elle n'était pas invisible. Elle laissait derrière elle quelque chose de plus durable que tout acte de violence. Elle laissait une empreinte, une leçon, dans le cœur de ceux qui l'avaient jugée à tort. Une leçon que l'on ne mesure jamais la force d'une personne par sa couleur, son silence, ou son passé supposé. Parce que parfois, la femme que tu insultes dans la rue a sauvé des vies sur un champ de bataille.
Et elle ne t'en dira jamais rien.